Dans cette vidéo, on va aborder la notion centrale de ce chapitre, c'est la notion de développement limité. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'abord donner une définition et en parler un petit peu, puis on donnera une méthode pour obtenir des développements limités qui s'appelle la formule de Taylor-Young, on y reviendra. Alors dans cette partie, on va se fixer une fonction f qui est définie de i dans R où i est un intervalle non vide, non réduit à un point, et ici a va désigner un réel fixé. Pas plus l'infini ni moins l'infini, mais bien un réel fixé, soit appartenant à i, soit éventuellement étant une extrémité de i qui n'appartient pas à i. C'est aussi possible de parler de développement limité dans cette situation. Alors, allons-y pour la définition. On dit que f admet un développement limité d'ordre n en petit a. Ça se note de cette façon-là. F admet un DLN de A. S'il existe des réels lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n, tel qu'on ait l'estimation asymptotique suivante, f de a plus x est égal à lambda 0 plus un terme en x, lambda 1 x, plus un terme en x2, lambda 2 x2, plus etc. lambda n xn, et enfin avec un reste asymptotique petit o de x puissance n. Bon, il faut qu'on commente un peu ce type d'estimation, donc un développement limité. Tout d'abord, la quantité de gauche, f de a plus x. Ici, on s'aperçoit qu'on est vraiment en train de s'intéresser au comportement de f au voisinage de petit a, puisque étant donné que ici c'est une estimation lorsque x tend vers 0, la quantité qui est passée en argument de la fonction f ici, c'est une quantité qui tend vers petit a. Ok. Maintenant, la quantité de droite. Cette quantité, c'est ce qu'on pourrait appeler un développement asymptotique. Un développement asymptotique, c'est une estimation asymptotique où les termes sont rangés par ordre de prépondérance, le plus prépondérant à gauche et le plus négligeable à droite. Vous voyez ici le terme de droite, petit o de x puissance n, par définition, il est négligeable par rapport au terme qui est à sa gauche, x puissance n, qui lui-même est négligeable devant le terme précédent qui est en x puissance n-1, etc., 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 jusqu'au terme en x2 qui est négligeable devant le terme en x qui lui-même est négligeable devant le terme constant lambda 0. Donc vous voyez, c'est bien ce qu'on appelle un développement asymptotique avec les termes dans le bon ordre. Ce développement asymptotique, on peut le découper en deux parties. Tout d'abord, il y a cette partie-là, la partie qui fait intervenir les puissances de x. Ça s'appelle la partie régulière du développement limité. On remarque que cette partie est un polynôme en x. Et puis la deuxième partie, l'erreur asymptotique qui est commise, petit o de xn, c'est ce qu'on appelle le reste du développement limité. On comprend alors ce que signifie moralement le fait que f admette un développement limité en petit a. Ça signifie que f peut être approché au voisinage de a par un polynôme et que cette approximation a une précision en petit o de x puissance n. On peut remarquer que dans cette définition qu'on a écrite d'un développement limité, on a vraiment voulu que cette définition fasse intervenir un développement asymptotique pour une variable x qui tend vers 0. C'est ce que les mathématiciens préfèrent souvent parce que tous les théorèmes de croissance comparée, on les a en 0. Mais si jamais on veut non pas étudier f de a plus x lorsque x tend vers 0, mais bien étudier f de t, du coup pour une variable t qui tend vers petit a, puisque c'est bien une estimation de f en petit a, eh bien il suffit de faire un petit changement de variable. Le changement de variable t est égal à plus x, ce qui revient à dire que x est égal à t moins a, puis à faire une substitution mécanique, transformer tous les x par des t moins a. Et ça donne la chose suivante. Vous voyez que x a été remplacé par t moins a, x2 par t moins a au carré, etc. etc. J'insiste beaucoup sur le fait que non seulement on a fait un remplacement mécanique des x par t-a au niveau de la partie régulière du développement limité, mais aussi au niveau du reste. Petit o de x puissance n a été transformé en petit o de t-a puissance n, et ce petit o, il ne peut pas ici être simplifié. En effet, lorsque t tend vers a, c'est bien la quantité t-a qui tend vers 0, donc cette quantité t-a puissance n, c'est une quantité qui tend très très vite vers 0. Bien évidemment, le petit o qui est écrit ici dans ce petit o de t-a puissance n, derrière ça, il y a un petit o de 1, en fait cette quantité c'est t-a puissance n fois petit o de 1, et cette quantité petit o de 1, c'est une quantité qui tend vers 0, mais lorsque t tend vers a, bien évidemment. Bien comprendre, soit on étudie la quantité f de a plus x lorsque x tend vers 0, et on l'exprime donc en fonction de x, x2, etc. jusqu'à x puissance n, dont les graphes sont les graphes qui sont donnés ici, on les connaît, c'est le graphe des fonctions puissance, et donc ces fonctions sont de plus en plus petites au voisinage de 0 ici.
Soit on étudie la quantité directement f de t lorsque t tend vers a et on l'exprime en fonction de t moins a carré, etc. jusqu'à t puissance n, dont les graphes sont représentés ici. Ces graphes, c'est tout simplement les translatés de a vers la droite des fonctions précédentes. Et ces fonctions sont de plus en plus petites au voisinage de petit a. Géométriquement, ce que signifie un développement limité sur le graphe de f, comme je l'ai représenté ici sur la figure de droite, c'est que, eh bien, localement, c'est-à-dire au voisinage de petit a, le graphe de f est approché par le graphe d'une fonction polynomiale, cette fonction polynomiale p, qui est donc la partie régulière du développement limité. Et que donc la différence qu'il y a entre les deux, le reste du développement limité, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre la vraie fonction f et la fausse fonction p, eh bien cette distance est très petite, elle est négligeable devant t moins a puissance n. Elle tend très très vite vers 0 lorsque t tend vers a. Maintenant, si on s'intéresse à l'autre point de vue, le point de vue translaté, on ne regarde pas le graphe de f, on regarde le graphe de la fonction qui a x associe f de a plus x, de façon à ramener l'étude non pas en a, mais en 0. Du coup, le polynôme qui approche cette fonction translatée, eh bien, c'est la translation du polynôme précédent. C'est le polynôme, la fonction polynomiale qui a x associe p de a plus x. Ici, le reste petit o de x puissance n, c'est une quantité qui donc va être très petite lorsque x tend vers 0. C'est la distance, bien évidemment, qu'il y a entre les deux, et donc elle est négligeable devant x puissance n. Le point de vue de droite est un point de vue qui est pratique pour les choses géométriques, puisque ici on s'intéresse au vrai graphe de la fonction f, alors que le point de vue de gauche est un point de vue qui est pratique pour tout ce qui est calcul. Dès qu'on fait des calculs de développement limité, et de manière générale des calculs de développement asymptotique, on va toujours chercher à se ramener à une variable qui tend vers 0, parce que c'est en 0 qu'on a tous les théorèmes de croissance comparée, etc. Donc ça va devenir un réflexe. Si jamais vous vous intéressez au développement limité d'une fonction f, mettons en 3, eh bien assez naturellement, vous allez vous intéresser à la quantité f de 3 plus x lorsque x tend vers 0. Maintenant, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est comment obtenir un développement limité à l'ordre n d'une fonction f? Comment obtenir une telle approximation par un polynôme? Ici, pour s'en sortir, il faut raisonner un peu géométriquement. Qu'est-ce qu'on recherche? On cherche une fonction polynomiale qui, au voisinage de petit a le même comportement que petit f. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le même comportement? Déjà, la première chose, c'est valoir la même chose, la même valeur en petit a. Donc on cherche un polynôme p qui vérifie que p de a est égal à f de a. Ensuite, il faudrait obtenir une fonction qui a la même pente en petit a. Or, la pente d'une fonction, eh bien, c'est la valeur de sa dérivée en petit a. Donc on cherche un polynôme qui vérifierait que p' de a est égal à f' de a. Ensuite, on aimerait que cette pente elle-même varie de la même manière pour f au voisinage de a et pour p au voisinage de a. Or, la variation de la pente de la courbe, eh bien, elle interroge donc la variation de la dérivée des fonctions, c'est-à-dire leur dérivée seconde. Autrement dit, on aimerait bien trouver un polynôme p qui vérifie que sa dérivée seconde en petit a est égale à la dérivée seconde de f en petit a, de façon à ce que, en fait, les deux courbes aient la même courbure au voisinage de petit a. Et puis ensuite, cette courbure, on aimerait justement qu'elle varie de la même manière pour f et pour p. Or, quand vous regardez la variation de la courbure, c'est-à-dire la variation de f seconde, eh bien, vous interrogez la dérivée troisième de la fonction. Donc, il nous faudrait un polynôme qui vérifie que sa dérivée troisième en petit a est égale à la dérivée troisième de f en petit a. Etc. En fait, on est en train de chercher un polynôme, en tout cas on sent que ce serait bien de trouver un polynôme qui vérifie que ces dérivées successives en petit a jusqu'à p dérivée nème en petit a est égal à f dérivée nème en petit a, donc que ces dérivées km en petit a soient les mêmes que celles de la fonction f. Ça nous fixe un objectif pour trouver ce polynôme. On va fixer un entier naturel n, et on va chercher un polynôme p de degré inférieur à n qui vérifie toutes ces égalités. Pour fixer les choses, on va donner des noms à toutes ces égalités que l'on aimerait voir vérifier. La première, on va l'appeler L0, elle s'intéresse au terme constant. La deuxième, L1, à la dérivée première. La suivante, L2, jusqu'à Ln. Pour se ramener en 0, au lieu de considérer le polynôme p lui-même, on va plutôt considérer le polynôme translaté, entre guillemets, c'est-à-dire la fonction qui a x associe p de a plus x.
Étant donné que P est un polynôme de degré inférieur à n, alors son translaté est lui-même un polynôme de degré inférieur à n. Et puis on va donner un nom à ces coefficients, qui seront donc nos inconnus. On va utiliser les mêmes notations que dans la définition du développement limité, on va les appeler les lambda i. Donc on est en train de chercher des réels lambda 0, lambda 1, etc. jusqu'à lambda n, tels que pour tout x appartenant à R, P de a plus x est égal à lambda 0, plus lambda 1x, plus lambda 2 x2, plus lambda 3 x3, etc. jusqu'à plus lambda n xn. Et à partir de maintenant, on souhaiterait ajuster ces coefficients lambda i de façon à ce que toutes les phrases L0 jusqu'à Ln soient vérifiées. Cette définition de P de a plus x, vu qu'on va beaucoup l'utiliser dans la suite, on va lui donner un nom, on l'appelle E0, la phrase E0. Là maintenant, suivez bien. Pour obtenir les bons lambda i, il suffit d'écrire ce qu'on veut. La première condition qu'on veut voir vérifiée et qu'on a appelée L0, c'est le fait que P de a vaille f de a, c'est-à-dire que le polynôme ait la même valeur que f en petit a. Or, ici, d'après cette définition E0, P de a, je l'obtiens en évaluant en x est égal à 0. Et ça me donne que P de a, c'est égal à lambda 0. Du coup, si jamais on veut que cette première condition L0 soit vérifiée, eh bien, il n'y a pas le choix. Elle est vérifiée si et seulement si lambda 0 est posée comme étant la valeur f de a. Et voilà, on a lambda 0. Maintenant, la deuxième condition qu'on veut voir vérifiée, c'est ce qu'on a appelé L1, le fait que P' de a est égal à f' de a. Pour avoir accès à P' de a, on ne peut pas utiliser E0, puisque ça nous donne seulement des informations sur P, il va falloir dériver la relation E0. Alors quand on dérive à gauche, c'est une composition. P de a plus x, c'est la composée de P de a plus x, mais quand on dérive par rapport à x a plus x, ça fait 1. Donc la dérivée à gauche, ça me donne bien P' de a plus x, parce que P' de a plus x fois 1. Et puis ensuite, à droite, on dérive ça comme un polynôme traditionnel. Et on obtient ce résultat-là. Cette formule, on va l'appeler E1. Bon, on va tout de suite l'utiliser. Nous, ce qu'il nous faut, c'est P' de a. On obtient P' de a en évaluant cette égalité E1 en x est égal à 0. Et on s'aperçoit que P' de a vaut lambda 1. Donc si jamais on veut que cette condition P' de a égale f' de a soit vérifiée, eh bien, il n'y a pas le choix. Elle est vérifiée si et seulement si lambda 1 vaut f' de a. Continuons. La condition suivante, qu'on a appelée L2, elle demande à ce que P seconde de a soit égal à f seconde de a. Encore une fois, on ne peut pas l'obtenir avec uniquement E1, on va de nouveau dériver E1 pour obtenir P' de a plus x. Et ça donne la chose suivante. Et on obtient ce résultat-là qu'on va noter E2. Vous voyez que comme on a dérivé deux fois le polynôme initial qui était de degré n, on a maintenant un polynôme de degré n-2. Maintenant, P' de a, on l'obtient en évaluant ça en x est égal à 0, et ça nous donne 2 lambda 2. Du coup, la phrase P' de a est égal à f' de a, elle est vraie, et bien si et seulement si, ce coefficient lambda 2 vaut f' de a divisé par 2. On continue. Maintenant, on aimerait voir vérifier P troisième de a est égal à f troisième de a. De nouveau, pour avoir accès à P troisième de a, il va falloir dériver la relation E2 par rapport à x, ce qui va donner la chose suivante. Pour obtenir cette relation, qu'on va noter E3. Maintenant, P troisième de a, eh bien, ça vaut 6 lambda 3, mais d'où vient ce 6? Il vient des dérivations successives en fait, du polynôme x3, ce qui a donné 3 fois 2. En fait, on reconnaît ici que c'est factoriel 3 fois lambda 3. Du coup, cette relation L3, elle est vérifiée si et seulement si, eh bien, lambda 3 vaut f3 de a divisé par factoriel 3. Maintenant, je pense que vous avez compris le mécanisme qui permet d'obtenir les lambda i les uns après les autres. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend E0, on dérive, on évalue en 0, on dérive, on évalue en 0, etc. Jusqu'à notre dernière condition qu'on aimerait voir vérifier, Pn de a est égal à Fn de a. Pour obtenir Pn de a, eh bien, il va falloir dériver n fois la relation initiale E0. Et ce qu'on obtient en faisant cette dérivée nème, c'est que Pn de a plus x est égal à factoriel n fois lambda n. Là, comprenons pourquoi c'est
ça le résultat factoriel n fois lambda n. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque dérivation, il y a un terme qui disparaît, ce qui fait qu'à la nème dérivation, le seul terme qui va rester, c'est un terme qui vient des dérivations successives de ce terme-là, lambda n fois x puissance n. À chaque fois qu'on dérive ce terme-là, on perd un degré. On obtient x puissance n-1, puis n-2, etc., etc., etc. Donc après n dérivations, ici, on obtient x puissance n-n, c'est-à-dire x puissance 0, donc 1. C'est pour ça qu'à la fin, on obtient une constante. Ensuite, il y a le coefficient qu'il y a devant ce x puissance 0. Là, regardez ce qui s'est passé. Initialement, on avait x puissance n, donc quand on le dérive, on obtient n fois x puissance n-1, puis en redérivant n-1 fois x puissance n-2, puis n-1, n-2 fois x puissance n-3, etc., etc., de sorte que le dernier coefficient, c'est n, n-1, n-2, etc., jusqu'à x2 fois 1, c'est-à-dire factoriel n. Le coefficient lambda n, bah lui en fait il y est depuis le début et il n'a pas bougé, c'est juste un coefficient multiplicatif. Maintenant qu'on a Pn de a plus x pour tout x, bah en particulier on a Pn de a, en évaluant ça en x est égal à 0, ça nous donne donc cette fameuse constante, factoriel n fois lambda n, et on comprend à quelles conditions est-ce que cette fameuse phrase ln va être vérifiée. Si on veut que cette quantité vaille fn de a, il n'y a pas le choix, il faut et il suffit que lambda n vaille fn de a sur factoriel n. La conclusion de tout ce travail, c'est que pour que ce polynôme P vérifie toutes ces phrases L0, L1, etc., c'est-à-dire pour que le polynôme P ait le même comportement local que f en petit a, eh bien il faut et il suffit que pour tout k appartenant à 0n, le coefficient lambda k vaille exactement fk de a sur factoriel k. Ce que ça signifie sur le polynôme P, c'est donc que pour tout x appartenant à R, P de a plus x est égal à cette chose-là, f de a, le terme constant, c'est donc lambda 0, plus f' de a fois x, c'est lambda 1 est égal à f' de a, plus f seconde de a sur 2 fois x2, plus, etc., plus fn de a sur factoriel n fois x puissance n. Si on veut revenir au polynôme P lui-même, il suffit de faire à l'envers le petit changement de variable t est égal à plus x, et ça va donner la chose suivante. Pour tout t appartenant à R, P de t vaut exactement la même expression en remplaçant mécaniquement tous les x par des t-1. Ce polynôme, il porte un nom, il s'appelle le polynôme de Taylor associé à la fonction f en petit a et à l'ordre n. Et c'est le polynôme qui a exactement le même comportement que f en petit a jusqu'à l'ordre n, c'est-à-dire il a la même valeur, la même dérivée, jusqu'à la dérivée nème en petit a. On arrive au théorème central de cette vidéo, la formule de Taylor-Young. Que dit cette formule? Elle dit que ce fameux polynôme de Taylor, il convient pour obtenir un développement limité à l'ordre n d'une fonction f en petit a. Plus précisément, il dit la chose suivante. Si f est de classe Cn sur un voisinage de petit a. Alors, on a quand même parlé de la dérivée nème de f en petit a, donc ça paraît raisonnable comme hypothèse de supposer que f est de classe Cn. F admet un développement limité à l'ordre n en a, et ce développement limité, il est donné par ce fameux polynôme de Taylor. F de a plus x est égal à ce polynôme de Taylor ici pris en a plus x. Il faut remarquer qu'on a pris la formule pour une variable x qui tend vers 0, donc on a pris le polynôme de Taylor non pas en t mais en a plus x, plus un reste qui est bien un petit taux de x puissance n, c'est donc bien un développement limité à l'ordre n. Cette formule, on l'a écrite avec des petits points, mais on peut la synthétiser à l'aide d'un symbole sigma. On obtient donc la chose suivante, c'est la somme pour k allant de 0 à n des fk de a sur factoriel k fois x puissance k, et puis plus le reste petit taux de x puissance n. La démonstration de ce théorème, on ne peut pas encore la faire parce qu'elle requiert des connaissances qu'on n'a pas encore, notamment en intégration. Après, ça n'a rien de surprenant puisque ce fameux polynôme de Taylor, comme on l'a vu, il n'a absolument pas été pris au hasard. Il a été choisi de façon à épouser au mieux le comportement de f au voisinage de petit a. Bon, là, il faut quand même faire état de beaucoup de remarques importantes à propos de ce théorème. Déjà, une remarque théorique, c'est que quand même ce théorème assure l'existence
en tout cas pour les fonctions de classe Cn, l'existence toujours d'un développement limité à l'ordre n en A. Il signifie donc que pour toutes les fonctions qu'on connaît et qui sont de classe C infinie, eh bien, en n'importe quel point, elles admettent toujours des approximations polynomiales à n'importe quel ordre, ce qui est quand même puissant. Et puis en plus, c'est sympathique de sa part, le théorème nous donne la façon d'obtenir ce développement limité, et pour le voir, il suffit de connaître les dérivées successives de la fonction f au point A. Deuxième remarque, les premières valeurs de n sont des cas particuliers très importants dans la formule de Taylor-Young. Le premier, c'est le plus simple, c'est la formule de Taylor-Young avec n est égal à 0. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que f de a plus x est égal à f de a, voilà, plus petit o de x puissance 0, c'est-à-dire petit o de 1. Donc le polynôme de Taylor à l'ordre 0, c'est tout simplement la constante à f de a, et c'est tout. Et cette relation, elle signifie que lorsque x tend vers 0, f de a plus x tend vers f de a, puisqu'il est égal à f de a plus une quantité qui tend vers 0. Autrement dit, cette égalité, elle signifie juste que la fonction f est continue en a. Maintenant, pour n égale 1, c'est intéressant aussi. Le polynôme de Taylor à l'ordre 1, c'est le polynôme P qui vérifie P de t est égal à f de a plus f' de a fois t moins a. En fait, c'est un polynôme de degré 1, c'est donc une fonction affine, et une fonction affine qu'on connaît bien, c'est l'équation de la tangente à f en petit a. En outre, si on écrit la formule de Taylor-Young à l'ordre 1, c'est-à-dire le développement limité à l'ordre 1 en A, ça donne que f de a plus x est égal lorsque x tend vers 0 à f de a plus f' de a fois x plus petit o de x. Et en fait, si vous êtes attentif, cette relation, on la connaissait déjà. Souvenez-vous, c'était une relation qu'on obtenait avec la deuxième définition de la dérivabilité. À l'époque, on ne disait pas petit o de x ici, on disait x fois epsilon de x, où epsilon de x est une quantité qui tend vers 0. Bon, maintenant, une quantité qui tend vers 0, on appelle ça un petit o de 1. Donc l'approximation de Taylor à l'ordre 1, on la connaît déjà, ça consiste à approcher la courbe de f par sa tangente en petit a. Ici, on a fait le schéma en translatant pour se ramener en 0. Ensuite, un cas très intéressant, c'est le cas où n est égal à 2. Dans ce cas, le polynôme p, il est du type p de a plus x, pour se ramener en 0, est égal à donc, le début f de a plus f' de a fois x. Donc ici, ça c'est l'équation de la tangente. Plus une quantité en x2, c'est-à-dire une quantité du type lambda fois x2. Or, si jamais on s'intéresse pour un lambda un peu quelconque, au graphe d'une telle fonction, ça va donner la chose suivante. À gauche, ici, on a représenté le graphe de la fonction qui a x associe f de a plus f' de a fois x. Bon, là, on a juste une fonction affine qui vaut f de a en 0 et qui est de pente f' de a. Et puis ensuite, on lui additionne des fonctions du type lambda x2, et ces fonctions-là, ce sont bien évidemment des paraboles. En fait, ce sont des fonctions du type x2 qu'on a multipliées par une constante lambda. Donc quand on fait varier lambda, on obtient cette chose-là. Du coup, quand on fait la somme cadre de gauche plus cadre du milieu, on obtient ici ce qu'on obtient là dans le cadre de droite, c'est-à-dire des fonctions qui ont toutes comme valeur en 0 f de a, toutes comme même pente en 0 f' de a, mais qui ont des courbures différentes et des courbures qui sont pilotées ici par ce coefficient lambda. Maintenant, ce que dit la formule de Taylor-Young à l'ordre 2, c'est que pour épouser au mieux le graphe de f pour que le polynôme p ait la même courbure que le graphe de f en petit a, eh bien, il ne faut pas prendre n'importe quel lambda, il faut prendre précisément lambda est égal à f seconde de a divisé par 2. À cette condition, on obtient une approximation de f qui est graphiquement ici représentée en rouge, qui est donc une parabole, et pas n'importe quelle parabole, qui est l'unique parabole qui a exactement la même valeur en petit a ou en 0, selon qu'on a fait la translation, la même pente et la même courbure en ce point. De façon générale, lorsque n augmente, le graphe de ce polynôme de Taylor P épouse de plus en plus précisément l'allure du graphe de f. Pour n égale à 0, P c'est juste une constante, donc on obtient une droite qui est horizontale. Pour n égale 1, on obtient une droite, mais cette fois-ci qui a la bonne pente. Pour n égale 2,
on obtient une parabole qui épouse la valeur, la pente et la courbure du graphe de f, etc., etc. Pour n égale 3, vous voyez qu'on obtient vraiment une excellente approximation locale de la fonction f en petit a. Dernière remarque, les polynômes de Taylor, peu importe à quel ordre, que l'on obtient en un point petit a, n'ont a priori rien à voir avec ceux que l'on obtient en un autre point petit b. Vous voyez ici sur ce schéma, on a représenté le polynôme de Taylor en petit a à l'ordre 2, là cette parabole qui est en rouge ici à gauche, et elle n'a strictement rien à voir avec le polynôme de Taylor à l'ordre 2 que l'on a représenté ici en rouge à droite. Donc gardez bien à l'esprit que la formule de Taylor-Young, elle fournit des approximations au voisinage d'un point petit a et uniquement au voisinage de ce point. On va terminer avec un petit exercice d'application directe de cette formule de Taylor-Young. Déterminer le dl à l'ordre 2 en 1 de arc-tangente et représenter graphiquement cette approximation, un peu comme on l'a fait là dans l'exemple précédent. Attention à ne pas vous tromper, dans le dl indice 2 de 1, ici le 1 c'est a égale 1, on veut le développement limité en 1, alors que le 2 c'est n égale 2, c'est l'ordre du développement limité. Mettez pause dans la vidéo et juste après on corrige. Commençons par justifier l'existence d'un développement limité à l'ordre 2 d'arc-tangente en 1. Arc-tangente, c'est une fonction qui est de classe C infini sur R, donc à plus forte raison, elle est de classe C2. Donc d'après le théorème qu'on vient de voir, elle admet bien un développement limité à l'ordre 2 en 1, en fait en n'importe quelle valeur de R. Et puis deuxièmement, d'après la formule de Taylor-Young, ce développement limité, il est donné par cette formule. Arc-tangente de 1 plus x est égal lorsque x tend vers 0 à arc-tangente de 1 plus arc-tangente prime de 1 fois x plus arc-tangente seconde de 1 divisé par 2 fois x2 plus petit o de x2. On voit donc que pour obtenir ce développement limité, il suffit d'obtenir les valeurs des dérivées successives de arc-tangente en 1. Alors, arc-tangente de 1, on le connaît, hein, c'est pi sur 4, puisque tangente de pi sur 4 est égale à 1. Et puis ensuite, quand on dérive arc-tangente et qu'on évalue en 1, on obtient 1,5. Et si jamais on redérive et qu'on évalue en 1, on obtient moins 1,5. Du coup, c'est bon, on va pouvoir obtenir le développement limité d'arc-tangente en 1. C'est ce qui est ici encadré en rouge. Pi sur 4 plus 1,5 de x moins 1 quart de x2 plus petit o de x2. Attention à ce 1 quart, hein. Il ne faut pas oublier ici de diviser arc-tangente prime prime de 1 par 2. Maintenant, si jamais on veut représenter cette approximation graphiquement, mieux vaut revenir à une variable qui tend vers 1 en faisant le changement de variable t est égal à 1 plus x. C'est ce qu'on obtient ici. Pour l'obtenir, on a juste mécaniquement remplacé tous les x par t-1, y compris bien sûr dans le petit o. Et sous cette forme-là, on voit vraiment tous les éléments qui nous permettent d'avoir le comportement local de notre fonction en 1. On a sa valeur en 1, pi sur 4, la pente, 1,5, et puis c'est une courbure négative, puisque ici le coefficient en t-1 au carré, il est négatif, c'est moins 1 quart. Du coup, graphiquement, on obtient cette chose-là. La fonction arc-tangente ici, on l'a représentée en vert, et son polynôme de Taylor à l'ordre 2, on l'a représenté en rouge. L'approximation qu'on a décrite, elle est ici, au voisinage de 1. La valeur en 1, c'est pi sur 4. La pente ici, c'est 1,5, et la courbure ici du polynôme de Taylor, elle est négative. Ce qui nous dit en fait que la fonction est située au-dessous de sa tangente. On va en reparler. Maintenant, peut-être qu'il peut vous venir à l'esprit de développer ici cette partie, le polynôme de Taylor, pour obtenir la formule développée de ce polynôme, la formule standard, hein, avec le coefficient constant, le coefficient en t et le coefficient en t carré. Bon, pourquoi pas, c'est vrai, mais surtout ne faites pas ça, puisque l'expression que vous obtiendrez sera complètement ininterprétable si jamais il vous faut le comportement de votre polynôme en 1. Alors que c'est sous cette forme-là qu'on a tous les éléments sous la main, la valeur en 1, la pente en 1 et la courbure.